dans l'histoire de la guerre moderne rare, sont les armes qui ont mérité d'être qualifiées de légendaires. Plus rares encore sont celles qui ont refusé de quitter le champ de bataille, même lorsque des conceptions plus récentes et plus avancées ont tenté de les remplacer. Voici l'histoire d'un fusil qui a servi à travers 2 guerres mondiales, d'innombrables conflits coloniaux et des guerres régionales s'étendant sur plus d'1 siècle. Une arme si fiable, si aimée des soldats qui la portaient, qu'elle laisse rester en service actif bien après l'entrée dans le XXIe siècle. Voici l'histoire du fusil Lee-Enfield, la carabine à verrou qui a refusé de mourir. Nous sommes en 1888. L'Empire britannique s'étend sur près d'1 quart du globe et ses armées font face à un problème critique. Depuis des décennies, les soldats britanniques utilisent des fusils à un seul coup, tandis que leurs ennemis déploient de plus en plus d'armes à répétition, capables de tirer plusieurs balles sans rechargement. Dans les montagnes d'Afghanistan, les plaines d'Afrique et les frontières de l'Inde, les troupes britanniques se retrouvent dépassées en puissance de feu. L'état-major militaire sait que l'ère du fusil à un coup est révolue. Ce qu'il leur faut, c'est une arme à répétition alimentée par un chargeur, capable de conserver la précision et la fiabilité auxquelles les soldats britanniques sont habitués, tout en offrant la cadence de tir rapide exigée par la guerre moderne. La solution allait venir d'une collaboration improbable entre un concepteur d'origine écossaise et des ingénieurs militaires britanniques. James Paris Lee, né à Hawick, en Écosse, avait émigré avec sa famille au Canada dans son enfance avant de s'installer aux États-Unis. Il y développa un système révolutionnaire de chargeurs amovibles à boîte doté d'une conception à 2 colonnes capable de contenir davantage de munitions que les chargeurs à colonne unique concurrents. Pendant ce temps, William Ellis Medford mettait au point un canon innovant à rayures à 7 rainures, conçu pour réduire l'encrassement causé par la poudre noire. Lorsque ces 2 innovations furent combinées à un mécanisme de verrouillage arrière conçu par Lee, elles donnèrent naissance à quelque chose d'extraordinaire. Le premier fusil intégrant ces éléments entra en service britannique en décembre 1888 sous le nom de Magazine Lee Medford. Cette première version comportait un chargeur amovible de 8 coups et tirait la nouvelle cartouche 33 British, en 3. Le fusil représentait un bond en avant considérable par rapport au Martini Henry à un seul coup qu'il remplaçait. Cependant, ce modèle initial ne devait être qu'une étape vers une conception encore supérieure. L'introduction de la poudre sans fumée cordite au début des années 1890 apporta un nouveau défi. La chaleur intense générée par ce propulseur moderne provoquait une érosion rapide des rainures peu profondes du canon Medford. Les ingénieurs de la Royal Small Arms Factory à Enfield élaborèrent une solution à un rayage plus profond à 5 rainures carrées capables de résister aux contraintes de la poudre sans fumée. En 1895, les fusils équipés de ces canons améliorés de type Enfield et d'un chargeur à 10 coups en colonne décalée entrèrent en service sous le nom de Magazine Lee-Enfield. Ainsi furent posées les bases d'une légende. L'expérience du combat durant la guerre des Boers au tournant du siècle révéla à la fois les forces et les limites des versions longues et courtes, alors en service. La doctrine militaire britannique subit alors un changement radical. Plutôt que de maintenir des fusils longs pour l'infanterie et des carabines plus courtes pour la cavalerie et l'artillerie, le War Office chercha à adopter une arme de longueur universelle pouvant servir à toutes les branches de l'armée. En 1902, des essais commencèrent sur un modèle de fusil raccourci. 2 ans plus tard, en janvier 1904, le Short Magazine Lee-Enfield Mark Bren entra en service. Mais c'est la version perfectionnée Mark II, introduite en janvier 1907, qui allait devenir immortalisée dans l'histoire militaire. Le génie du Lee-Enfield ne résidait pas dans une seule innovation révolutionnaire, mais dans la synthèse parfaite de choix techniques pragmatiques. Le mécanisme du fusil était fluide et rapide, utilisant des tenons de verrouillage arrière qui permettaient une course de culasse courte de seulement 60 degrés. Ce détail apparemment mineur eut des conséquences profondes sur le champ de bataille,
Un soldat entraîné pouvait manœuvrer la culasse avec un minimum de mouvement, gardant l'arme à l'épaule et conservant sa visée entre chaque tir. La position arrière de la poignée de culasse la plaçait tout près de la main du tireur, juste derrière la détente. Cet avantage ergonomique rendait le Lee-Enfield nettement plus rapide à manœuvrer que les modèles concurrents dotés de tenons de verrouillage situés à l'avant. La capacité de son chargeur parlait d'elle-même, alors que la plupart des fusils à verrou de l'époque ne contenaient que 5 cartouches, le Lee-Enfield en emportait 10 dans un chargeur amovible. Cela offrait aux soldats britanniques une capacité de feu doublée par rapport à leurs adversaires allemands, équipés de fusils Mauser sans avoir à recharger. Le chargeur pouvait être alimenté à l'aide de 2 lames chargeurs de 5 cartouches ou rempli individuellement, tout en restant fixé au fusil. Dans les secondes désespérées d'un combat rapproché, cet avantage pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. La hausse à œilleton arrière du fusil représentait une autre innovation ingénieuse. Les soldats pouvaient de l'ajuster rapidement pour différentes distances et acquérir leur cible plus vite grâce à ce système de visée en trou d'aiguille bien plus efficace que la visée à lame, écran de mire courante sur d'autres fusils. Le système était gradué jusqu'à 2000 yards. Le SMLE Mark III mesurait 44,1 pouces de longueur totale avec un canon de 25 pouces plus long qu'une carabine, mais plus court qu'un fusil standard, remplissant admirablement tous les rôles. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en août 1914, la force expéditionnaire britannique BEF emporta ses Lee-Enfield en Belgique. Ce qui suivit allait entrer dans la légende. Lors de la bataille de Mons le 23 août, les troupes allemandes avançant en formation serrée furent accueillies par un feu de fusil d'une intensité telle qu'elles crurent affronter des mitrailleuses. En réalité, elles subissaient l'efficacité dévastatrice de l'infanterie britannique, bien entraînée, armée de Lee-Enfield. Les soldats professionnels de la BEF, produits d'un entraînement rigoureux en temps de paix, pouvaient tirer 15 coups précis par minute à 300 yards. Certains tireurs d'élite exceptionnels atteignaient 30 coups par minute, rechargeant et tirant avec une précision quasi mécanique, même sous la pression du combat. Ce tir rapide connu à l'entraînement sous le nom de Mad Minute, la minute folle prouva à maintes reprises son efficacité lors des premières batailles de la guerre. Les rapports allemands d'après-combat décrivirent le choc ressenti face à ce feu concentré. Les fantassins allemands habitués à la cadence méthodique de leurs propres fusils, Mauser ou aux rafales mesurées des mitrailleuses, furent fauchés par ce volume de feu précis, presque incroyable provenant de fusils à verrou. Des récits personnels évoquent des formations allemandes décimées à plus de 1000 yards, les tireurs britanniques choisissant leur cible avec une précision mortelle. Au fur et à mesure que la guerre s'enlisait et que la guerre de tranchées remplaçait les opérations mobiles, le Lee-Enfield s'adapta. Le Mark III fit ses preuves dans la boue et la saleté du front occidental, fonctionnant de manière fiable, dans des conditions qui auraient mis hors d'usage des armes plus finement conçues. Lorsqu'une version simplifiée, le Mark III, Star, entra en production en janvier 1916, elle conserva toute l'efficacité au combat du fusil original tout en réduisant la complexité de fabrication. Le dispositif de coupure du chargeur et la visée de tir à longue portée furent supprimés jugés inutiles dans les tranchées, ce qui simplifia la production et l'entretien. À la fin de la guerre, environ 3,8 à 4 millions de fusils SMLE avaient été produits. Le Lee-Enfield était devenu bien plus qu'une arme, un compagnon constant dans les tranchées, une bouée de sauvetage dans les moments désespérés, et pour beaucoup de soldats, l'outil qui leur avait permis de survivre. Les vétérans parlaient de leurs fusils avec un respect proche de l'affection. Ils connaissaient chaque particularité de leur arme, la sensation exacte de la colasse, le point précis où la détente se brisait. Dans un environnement où la moindre panne pouvait être fatale, le Lee-Enfield s'était forgé une réputation. Il fonctionnait toujours quand cela comptait le plus.
le fusil servit dans tous les théâtres de la Première Guerre mondiale. Les forces britanniques et du Commonwealth le portèrent à travers les déserts de Mésopotamie, les montagnes de Palestine et les hauteurs d'Italie. Chaque environnement mettait l'arme à l'épreuve différemment, et chaque fois, elle se montra à la hauteur. Conçu à l'origine comme un fusil universel pour toutes les branches de l'armée, il combattait désormais dans un conflit mondial que ses concepteurs n'auraient jamais pu imaginer. Lorsque les canons se turent enfin en novembre 1918, l'histoire du Lee Enfield était loin d'être terminée. Durant l'entre-deux-guerres, l'armée britannique modifia son système de nomenclature en 1926. Le SMLE Mark II devint officiellement le rifle No. 1 Mark III. Le développement se poursuivit, et vers la fin des années 1930, une nouvelle variante vit le jour. Le No. 4 Mark I, officiellement adopté en 1941, intégrait plusieurs améliorations de fabrication. Une action plus robuste, un système de déverrouillage de culasse simplifié, et une hausse à œilleton montée directement sur le boîtier de culasse plutôt que sur le canon. Son canon saillant et sa construction plus solide facilitaient la production en masse tout en réduisant les coûts. La Seconde Guerre mondiale allait soumettre le fusil à une nouvelle épreuve d'une ampleur encore inédite. Lorsque les forces allemandes balayèrent l'Europe en 1940, les soldats britanniques à Dunkerque s'appuyèrent sur leur Lee Enfield durant l'évacuation désespérée. En Afrique du Nord, le fusil fit ses preuves dans la guerre du désert contre les armées allemandes et italiennes. Dans les jungles de Birmanie, où l'humidité et la chaleur rendaient d'autres armes inutilisables, le Lee Enfield continua de fonctionner sans faillir. Sur les plages de Normandie et dans les haies du Bocage, une nouvelle génération de soldats apprit à faire confiance aux fusils que leurs pères avaient portés lors du conflit précédent. La production durant la Seconde Guerre mondiale dépassa tous les records antérieurs. Plus de 2 millions de NOM, 4 Mark I furent produits en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. L'arsenal canadien de Long Branch, près de Toronto, fabriqua environ 1,5 million de fusils entre 1941 et 1945. Le constructeur américain Savage Stevens produisit des exemplaires marqués US Property, destinés au programme de pré-bail. Pendant ce temps, l'Australie poursuivait la fabrication de l'ancien No. 1 Mark III à l'arsenal de Lithgow, tandis que l'usine d'Ishapore en Inde en produisait plus de 600 000. Au total, la production de toutes les variantes de Lee Enfield à travers l'histoire est estimée à plus de 17 millions d'exemplaires. La polyvalence de l'arme dépassait largement l'usage standard d'infanterie. Des versions de tireurs d'élite équipés de lunettes télescopiques armèrent les snipers britanniques et du Commonwealth pendant les 2 guerres mondiales. Ces fusils soigneusement sélectionnés pour leur précision exceptionnelle et dotés de diverses optiques se révélèrent dévastateurs entre les mains de tireurs expérimentés. Le No. 4, Mark 8T, introduit en 1942, resta en service dans l'armée britannique jusqu'aux années 1990, bien après le remplacement du fusil standard. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des nations passèrent au fusil semi-automatique. Les Américains adoptèrent le M1, garant les Soviétiques le SKS. Pourtant, le Lee Enfield persista. Lorsque les forces britanniques affrontèrent les insurgés communistes dans la jungle malaise dans les années 1950, elles portaient encore leur Lee Enfield. Sa fiabilité dans les conditions tropicales humides et son efficacité prouvée aux distances de combat en forêt en faisaient une arme plus adaptée que les modèles plus récents nécessitant davantage d'entretien. La Grande-Bretagne remplaça officiellement le Lee Enfield par le fusil semi-automatique L1A1 Self-Loading Rifle en 1957. Cependant, la transition prit plusieurs années. Le Lee Enfield resta en service répandu jusqu'au début des années 1960 et les unités de réserve ainsi que les forces du Commonwealth continuèrent de l'utiliser encore des décennies durant. La version de tireur d'élite L42A1 dérivait d'un homme
4 converti en calibre 7,62 mm, demeura en service militaire britannique jusqu'au début des années 1990. Plus étonnant encore, le fusil connut une seconde vie bien au-delà du monde britannique et du Commonwealth. À mesure que l'Empire britannique se dissolvait, les nouvelles nations indépendantes héritèrent d'immenses stocks de Lee-Enfield. L'armée indienne continua d'utiliser les fusils produits à Ishapore jusque bien dans le XXIe siècle, certaines unités les portant encore lors d'opérations au Cachemire. En Afghanistan, des Lee-Enfield, capturés ou fournis au fil des décennies, restèrent en usage à travers plusieurs conflits. Dans les régions frontalières du Pakistan, des combattants tribaux les portaient aux côtés de fusils d'assaut modernes jusque dans les années 2000. La longévité du fusil s'explique par plusieurs facteurs. Sa construction robuste lui permettait de fonctionner pendant des décennies s'il était correctement entretenu. La cartouche 303 British restait efficace aux distances typiques des combats d'infanterie. Et le chargeur de 10 coups, bien qu'inférieur à celui des fusils semi-automatiques, offrait encore une puissance de feu suffisante pour de nombreuses situations tactiques, mais surtout pour les nations dépourvues de la capacité industrielle nécessaire à la production ou à l'achat d'armes modernes. Les vastes stocks de Lee-Enfield représentaient une solution économique pour équiper leurs forces armées. Les Rangers canadiens offrent sans doute le témoignage le plus remarquable de la résistance du Lee-Enfield à l'épreuve du temps. Depuis 1947, cette force de réserve chargée de patrouiller les régions arctiques et isolées du Canada était équipée de Nome 4 Mark I, opérant dans des températures descendant jusqu'à 51 degrés, affrontant les ours polaires et effectuant des patrouilles de souveraineté. Les Rangers ont compté sur leur Lee-Enfield pendant plus de 70 ans, une fidélité qui en dit long sur la légende de ce fusil. La conception mécanique simple du fusil, sa crosse en bois qui restait maniable, même dans un froid d'extrême, et sa fiabilité éprouvée en faisaient une arme idéale pour le service arctique. Ce n'est que lorsque les pièces de rechange devinrent introuvables que le Canada décida finalement de le remplacer. Entre 2018 et 2019, les Rangers canadiens passèrent au fusil Colt Canada C-19, marquant ainsi la fin du service actif du Lee-Enfield au sein d'une grande force militaire. Plus de 130 ans après que le Lee-Metford, ancêtre du modèle, entra pour la première fois en service dans l'armée britannique, l'influence du Lee-Enfield s'étendait bien au-delà de sa carrière militaire directe. Ses principes de conception inspirèrent les fusils britanniques ultérieurs, notamment l'accent mis sur la rapidité d'action et la précision pratique plutôt que sur la précision théorique. Le système de chargeur amovible inventé par James Paris Lee devint la base d'innombrables armes modernes, à répétition et automatiques. Son chargeur à 2 colonnes, permettant de doubler la capacité sans augmenter la profondeur, s'imposa comme un standard mondial pour les armes légères militaires. Dans le tir sportif et l'usage civil, le Lee-Enfield connut une seconde vie. Après la Seconde Guerre mondiale, les surplus militaires envahirent les marchés et la combinaison de son importance historique, de son coût modéré et de sa précision pratique en fit un choix apprécié des collectionneurs et des tireurs. Des compétitions de tir dédiées spécifiquement au Lee-Enfield existent encore aujourd'hui, où les participants s'efforcent de reproduire la cadence rapide et la précision caractéristique de l'entraînement militaire britannique. L'héritage culturel du fusil demeure dans les nations qui l'ont utilisé. Pour la Grande-Bretagne et le Commonwealth, le Lee-Enfield incarne la détermination et la compétence du soldat ordinaire qu'il a porté à travers 2 guerres mondiales et d'innombrables conflits secondaires. L'image d'un Tommy britannique avec son SMLE ou d'un soldat Anzac à Gallipoli reste gravée dans la mémoire collective. Le fusil relie le présent à plus d'un siècle d'histoire militaire, un lien tangible avec les soldats qui s'en sont servis et les batailles qu'ils ont menées. Ce qui rendait le Lee-Enfield véritablement remarquable, ce n'était pas sa précision absolue. Le fusil allemand Mauser et l'américain Springfield étaient supérieurs sur les longues distances,
et il n'était pas non plus le plus élégant sur le plan de l'ingénierie. Le mécanisme Mauser était considéré comme plus raffiné. Ce qui faisait du Lee Enfield une arme extraordinaire, c'était son équilibre parfait entre les qualités pratiques nécessaires aux conditions réelles du combat, rapidité, fiabilité, précision suffisante et capacité à continuer de tirer là où d'autres armes échouaient. Son maniement fluide, sa capacité de chargeur généreuse et sa résistance aux pires conditions s'avéraient bien plus précieuses que toute perfection théorique. Le Lee Enfield a servi plus longtemps que n'importe quel autre fusil à verrou militaire de l'histoire. Des campagnes coloniales victoriennes aux opérations de contre-insurrection du XXIe siècle, il s'est adapté à chaque nouveau défi. Il a survécu à 2 guerres mondiales, à la transition vers les fusils semi-automatiques et à la révolution des fusils d'assaut. Lorsque les nations ont fini par le retirer du service, ce n'était pas parce qu'il avait failli, mais parce qu'il était devenu un anachronisme à l'ère des armes automatiques et des optiques avancées. Et pourtant même aujourd'hui quelque part dans le monde, un Lee Enfield reste probablement en service. Dans des régions isolées, où les armes modernes sont rares, le fusil poursuit encore sa mission. Après plus d'un siècle, la carabine à verrou qui refusait de mourir reste fidèle à sa réputation. Elle demeure un témoignage de conception réfléchie d'ingénierie robuste et du principe intemporel, selon lequel la véritable valeur d'une arme ne réside pas dans sa sophistication, mais dans sa capacité à fonctionner quand les soldats en ont le plus besoin. Le Lee Enfield fut un fusil conçu par des soldats, pour des soldats, et il servit fidèlement ses hommes pendant plus de 13 décennies de service militaire ininterrompu. Si cette plongée dans l'histoire militaire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les armes légendaires et oubliées. Dites-nous en commentaire quelle arme vous aimeriez voir ensuite. Votre suggestion pourrait inspirer notre prochain épisode.